Tidi, on va se tourner vers notre invité du jour. Lui, c'est M. Amadou Diallo. Il est directeur général adjoint de la Société de gestion et d'exploitation de Soapiti. M. Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, première question. Il y a Bonnet déjà qui se présente. Allez-y, Tierno On Amadou. est dans ce domaine-là. Non, Allez-y, Tierno Amadou. parle de société non, pas le commentaire. Ne l'écoutez pas, Marouane. Allez-y. Oui, je dois l'écouter, ce qu'il dit est intéressant. Oui, allez-y. Il veut perturber, il veut vous déstabiliser peut-être pour ne pas que vous posiez votre question convenablement. Allez-y, allez-y, Tierno Amadou. Non, la question c'est de savoir, parce que justement à l'évocation tout à l'heure de son titre, vous avez parlé de société de gestion. Oui. Est-ce que ça veut dire que Soapiti, c'est déjà un partenariat public-privé? C'est quoi le statut et comment ça fonctionne? Alors, c'est une société mixte qui est gérée par deux entités avec deux actionnaires. L'État guinéen qui détient 51% et la société CWE chinoise qui détient 49%. Comment ça fonctionne? Le partenaire chinois, l'exploitation se fera jusqu'à combien de temps? Est-ce que les infrastructures reviendront à l'État? Je veux que vous expliquiez un peu. Effectivement, c'est un BOT de 25 ans. Ok. C'est-à-dire, la société CWE a construit le barrage. C'est associé avec l'État guinéen dans le partenariat, c'est-à-dire dans les actionnariats. Et au bout de 25 ans, les installations et tout ce qui est dedans revient à la Guinée. Ok. Alors, quand on parle de Soapiti aujourd'hui, en tout cas pour nos auditeurs, la première question qui vient à l'idée, c'est de savoir par rapport à la gestion justement des riverains, et même la gestion environnementale et sociale surtout. Sociale, oui. Et dans une émission en langue ici, j'entendais quelqu'un appeler depuis les villages environnants de vos installations là-bas qui parlait d'un village mais qui manquait même de l'eau potable. Ils n'ont pas une source d'eau potable et la seule source qu'ils avaient apparemment qui a été détruite du fait de vos travaux. Comment cela peut être possible qu'un projet aussi gigantesque se passe et que ça cause autant de dommages à des compatriotes qui vivent dans les communautés rurales? Merci pour votre question qui est très très intéressante. Alors, vous comprendrez qu'un tel projet nécessite beaucoup de choses. C'est-à-dire quand on fait un tel projet d'une telle envergure, il y a ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale qui est établi. Dans ce plan de gestion environnementale et sociale, il faut prévoir tous ces aspects. Je tiens déjà à rappeler que nous, on est une société, il y avait le projet qui était là, c'est-à-dire le PAS, le projet d'aménagement hydroélectrique. Après le projet, il y a eu la société qui a été constituée. Mais pour revenir un peu sur cet aspect, il y a un cabinet qui a établi un plan de gestion environnementale et sociale. Et pour vous dire que Soapiti, pour la réalisation de Soapiti, il y a eu 16 000 personnes qui ont été déplacées, dues aux ennoiements, parce que des routes qui sont coupées, et il y a eu 20 sites de réinstallation. Donc ces personnes ont été réinstallées. Tout est prévu dans ce plan de gestion environnementale et sociale pour mettre en œuvre des forages, des routes et des pistes. Ce qui a été fait, beaucoup a été fait, mais il reste encore à faire. Comme vous le savez, la construction a pris 5 ans, mais le plan de gestion environnementale s'étend sur la durée. Donc quand la nouvelle équipe est venue au niveau de la société, tout ce qui n'a pas pu être fait pour X ou X raisons, nous sommes en train de travailler dessus pour essayer de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des villages qui sont isolés, mais la société est en train de travailler. Monsieur Diallo, approchez-vous du micro un petit peu, s'il vous plaît. Je dis la société est en train de travailler. C'est bien, ça marche. Pour preuve, aujourd'hui, on a une mission qui est sur le terrain. On a 44 forages de prévus qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, on est à peu près à 50% de réalisation. Non, mais je voudrais juste savoir, parce que quelles sont les normes en la matière? Parce que même comment ça s'appelle, ces déménagements ou alors de personnes, comment vous avez appelé ça? Tout à l'heure, il y a le terme technique approprié, mais vous avez construit de nouvelles cités où vous avez amené tout le monde, mais il y en a qui n'étaient pas d'accord, il y en a qui voulaient rester sur les terres de leurs ancêtres et tout ça, mais ça c'est des histoires à zérotement. Mais quels sont les critères pour que, par exemple, quelqu'un qui avait 3-4 cases, peut-être il a juste une chambre après, 2 chambres, comment vous avez géré cela? Bon, écoutez, je vais pas, comme je vous disais tantôt, moi je suis venu en société, ça c'est en amont, mais je m'intéresse aussi. Je m'intéresse de ce qui a été fait dans le passé, c'est vrai. Donc comme je dis, il y a un plan qui est établi. Aujourd'hui, comme je dis, il y a un cabinet qui a travaillé sur ça. Quelqu'un qui a 1 ou 2 cases, quand il y a la construction, c'est prévu dans ce plan-là, peut-être qu'il a une maison où tout est déjà préétabli. Donc c'est ce qui a été fait. Nous aujourd'hui, on est en train de gérer les impacts
qui surviennent après. Et vous donnez l'assurance que vous écoutez bien ce cri de cœur des auditeurs, des impactés, des gens qui n'ont même pas, ce que je dis, je ne sais pas si vous en mesurez la gravité, c'est-à-dire toute une communauté qui n'a pas une source d'eau potable. Est-ce que ces remontées d'informations vous arrivent parce que vous êtes au niveau plus haut de la chaîne? Certainement, vos collaborateurs vous remontent ces informations. Écoutez, monsieur, pour vous dire, on mesure la gravité. Pour vous dire, je viens de vous dire, il y a 44 forages qui sont en construction actuellement. Vous savez, pour faire ces travaux-là, il y a des travaux d'urgence qu'on doit faire. Mais on n'est pas resté là les bras croisés. On travaille avec l'association des impactés, l'Union des impactés de Soapiti. On travaille avec les maires, les élus locaux. Sauf que ça crie tous les jours de ce côté avec les impactés. À un moment donné, on les a reçus, je pense, dans cette même émission, y compris même des travailleurs qui ont été victimes de licenciements arbitraires du côté de Soapiti, mais aussi le sort des impactés, ceux qui on sait, au-delà même de ce que vous êtes en train d'expliquer, les forages et tout ce qui s'ensuit, le sort des impactés, et que le déménagement, il en a parlé tout à l'heure, lorsque vous trouvez des gens qui sont restés pendant des années quelque part, et que sur le plan environnemental qu'ils soient impactés, il est question de les loger, le sort de tout cela. Comment vous vous y prenez, tout cela, de toutes ces conditions? Mais c'est ce que je vous explique. Aujourd'hui, on est sur le terrain. On s'intéresse aux cris qui sont là, mais intéressez-vous aussi peut-être un peu à ce qu'on est en train de faire. Interrogez ces gens-là, aujourd'hui, qui ont été dédommagés, qui attendaient leur dédommagement depuis 2017. Les forages qui sont prévus, qui vont être faits, ça, c'est des situations d'urgence. Aujourd'hui, on est en train de planifier pour faire des pistes de contournement. Il y a 12 barques motorisées qui sont en construction pour essayer d'aider les gens là à traverser les rivières. On n'est pas assis, on est en train de faire des travaux. Essayez de vous intéresser un peu beaucoup plus à ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que ça va crier. Ça crie. Aujourd'hui, moi je me mets à la place de ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai été déplacé. Je vois cette infrastructure, belle infrastructure aujourd'hui qui alimente tout Conakry, et je suis dans des difficultés. Mais ce n'est pas d'un coup qu'on va venir régler tous les problèmes. On va de façon graduelle. C'est pour ça que je dis, personne ne sera laissé de compte. On va travailler avec tout le monde. Vous savez, on peut nous asseoir, faire un plan, dire c'est ce qui était prévu dans le plan de gestion environnementale. Mais entre quand ça a été fait et aujourd'hui, les priorités ont peut-être changé. Les urgences ont changé. Donc c'est tout un travail de fond qu'on est en train de faire. Et ce travail de fond, on est en train de le faire. Et on est en train de le faire avec toutes les associations, les élus locaux, les maires. Vous pouvez vous renseigner sur ce qu'on est en train de faire. D'accord, question, Alpha Omar. Moi, je voudrais simplement savoir, puisque quand on parle des anciens barrages qui ont été construits en République de Guinée, on a toujours l'impression qu'ils vont donner assez de courant. Et d'autres même parlaient que si Soapiti finit, on va vendre le courant à la France. Qu'en est-il? Quelle est réellement la capacité de production? Oui, non, même la France, parce qu'il y en aurait beaucoup. Et je veux savoir réellement, quand Soapiti va commencer à travailler, quels sont les avantages des Guinéens? Est-ce qu'ils pourront vendre du courant aux voisins? Concrètement, de façon technique, pour les citoyens. Pour être plus simple, pour répondre à cette question, déjà, je vous rappelle que Soapiti a commencé à travailler depuis 2021. Avec les coupures, donc. Monsieur, si je peux continuer, depuis 2021. Allez-y, vous pouvez continuer. Et ça a une capacité de 450 MW. Attention, quand on dit quand Soapiti va venir, on va vendre à la France ou ailleurs, ça dépend des besoins énergétiques. Les besoins qu'on avait en 2010, ce n'est pas les mêmes besoins. Aujourd'hui, après, ce n'est pas forcément que ce soit les mêmes besoins. Voilà, avec l'industrialisation, c'est pour ça aujourd'hui. Il y a une croissance. Il y a une croissance. C'est pour ça aujourd'hui, il y a d'autres projets énergétiques. On ne va pas se limiter. On nous avait aussi vendu ce rêve disant que quand Garafili finit, moi je me rappelle, j'avais mis. On a tous contribué. Mais il faut voir aujourd'hui, la Guinée a un besoin énergétique énorme. Aujourd'hui, tout est à refaire. Le pays sera industrialisé. Donc, il y a un besoin. Mais pour rappeler sur ce, c'est dans le contrat. Il était prévu à la construction de Soapiti, c'est-à-dire il y a les lignes OMVG, l'interconnexion entre les pays. Aujourd'hui, au lieu d'enlever le courant de Soapiti qui est en basse côte, amené à Zérekoré, pourquoi ne pas donner à ceux qui sont à côté? Et la Côte d'Ivoire ou autres qui sont à côté de Zérekoré connectent, c'est plus simple. Comme c'est le cas de ça. Voilà, c'est ça. C'est un réseau interconnecté. C'est ce qui est prévu, c'est ce qui va être fait. Mais je vous rassure, sur le besoin énergétique, on en aura encore besoin. Et
progrès sont en train d'être faits dans ce sens. D'accord, oui, mais dans la même dynamique, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire en tout cas que Soapiti tourne effectivement à plein régime? Je pose la question parce qu'on nous avait vendu aussi, on nous a parlé d'une très grande réserve d'eau, j'ai oublié exactement les chiffres, et qu'il fallait encore 1 ou 2 saisons pluvieuses pour pouvoir la remplir. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, je vais commencer par la réserve. On a 6 milliards 300 millions de mètres cubes. C'est la plus grande réserve en eau aujourd'hui dans tous les barrages qui sont en Afrique. C'est-à-dire la retenue aujourd'hui, Soapiti tourne à plein régime. En Afrique. Ouais. En termes de réserve, de retenue d'eau. Donc, pour vous rassurer, Soapiti, en n'importe quelle saison, pourra tourner. En période d'étiage ou autre. Et je vous rappelle aussi que c'est Soapiti qui alimente Kalita en termes. Parce que vous savez, Kalita est à eau courante. Donc, quand il y a eu la construction de Kalita, il y avait le besoin, parce qu'en période d'étiage, Kalita pouvait ne pas fonctionner à plein régime. Donc il fallait construire un barrage en amont qui a une retenue et qui puisse alimenter Kalita. Donc les 2 barrages combinés aujourd'hui fournissent à peu près 80% de l'énergie distribuée dans... Oui, de l'énergie. Je parle de l'énergie dans le réseau interconnecté. Et voilà. Donc sur ce sujet, aujourd'hui, on ne parle plus de période d'étiage. C'est-à-dire aujourd'hui... parler de période d'étiage. Okay. Merci, merci Alpha Condé. Je pose une question. Merci Alpha Condé. Je pose une question de... L'État, c'est la continuité. Oui, je pose une question d'un citoyen lambda. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi la demande? Il faut combien? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en termes d'offres? Et pourquoi, malgré tout ce que vous venez de dire, il y a quand même des localités qui n'ont pas d'électricité? Est-ce que vous pouvez avoir des réponses plus pratique à ces questions? Pourquoi il y a des localités encore qui n'ont pas d'électricité? Pourquoi? C'est quoi la demande? Qu'est-ce qu'il faut pour en ajouter? Pourquoi on doit encore continuer à louer des bateaux électriques? Alors, on va remettre les choses dans leur contexte, chacun dans son domaine. Moi, je suis à Soapiti, producteur d'énergie, et j'ai un client unique qui est EDG. Donc, moi, je produis de l'électricité. Et vous vendez à EDG? On vend à EDG, c'est le client unique. On a un contrat d'achat d'énergie. À un prix raisonnable? À un prix raisonnable, oui. Je suppose que c'est un prix raisonnable. Aujourd'hui, comparé au thermique, quand vous prenez aujourd'hui, les chiffres sont là, c'est à peu près à 11 cents. C'est à 11 cents le kilowattheure et on donne à EDG. Maintenant, tout ce qui est distribution, et commercialisation, c'est pas de notre ressort. Donc nous travaillons ensemble pour essayer de... Voilà. Alors au niveau de Soapiti, parce que là, oui, au niveau de Soapiti, au niveau de Soapiti, pour rester à ce niveau, vous dites que l'État... Non, on a un problème d'électricité aujourd'hui. Le développement repose sur le développement énergétique. C'est de savoir est-ce que... parce qu'il y a l'État qui demande en même temps aux sociétés minières de construire des raffineries au plan national. Est-ce que vous qui êtes du domaine, vous pensez qu'aujourd'hui on a suffisamment d'électricité pour construire des raffineries? Ça, c'est la première question que je vais vous poser parce qu'il veut me retirer la parole. Non, pas du tout. La deuxième question que je m'avais posée, c'est que est-ce que l'État, l'électricité que vous vendez à EDG, est-ce que l'État vous subventionne ou quelle est la part de l'État parce qu'il est actionnaire dans Soapiti? Comment se passe l'État? Est-ce que l'État tire des dividendes dans les ventes que vous faites ou bien il renonce à ces dividendes pour que l'électricité soit vendue à un coût raisonnable à EDG? On va différencier les choses. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, on n'est pas subventionné par l'État. Aujourd'hui, la SOGES, qui appartient à la Guinée et à CW pour l'instant, pour 25 ans, vit de ses recettes de vente d'énergie. Donc s'il y a subvention, l'État subventionne ceux qui vendent l'électricité aux ménages, c'est-à-dire EDG. Nous réclamons à EDG. Maintenant, le mécanisme, c'est l'État ou c'est EDG qui récupère les factures pour payer. Je ne dirais pas que ce n'est pas notre problème, c'est le nôtre, parce que tant que les factures sont payées, nos factures sont payées. Mais l'État ne nous subventionne pas. Sur le deuxième volet, aujourd'hui, c'est une SA, avec un conseil d'administration. Une fois que les charges, tout est venu sur les recettes, il y a des dividendes, effectivement, qui sont partagés entre les deux actionnaires au prorata de pourcentage. D'accord. La disposition sécuritaire envisagée, si vous permettez, je pose la question là. Il a parlé de dividendes. D'un seul chiffre. Pour l'année 2023, combien, parce que vous avez dit que l'État a des dividendes dans ce que vous faites. Combien vous avez reversé, ramené au niveau de l'État? Ça, c'est la deuxième question. Je crois avoir, je me rappelle maintenant, à la télé, votre conseil
conseil d'administration s'est tenu, apparemment EDG vous doit beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire combien EDG vous doit? Bon, je ne vais pas dire des chiffres en tête ici. C'est un peu d'argent quand même, mais tous les moyens sont en train d'être mis en œuvre. Un peu d'argent. Ça, c'est un effet. Tous les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour essayer de régler cette situation. Alors, donc, on va pas, c'est pas l'objet du truc qu'on ne va pas rentrer dans. Non, on a besoin. On a besoin parce que EDG réclame les factures. On a bien besoin de savoir quand nous payons nos factures que EDG aussi paye ses factures. Surtout qu'il y a des poursuites qui sont annoncées contre les citoyens. Donc, EDG ne peut pas être un mauvais payeur. Pendant ce temps, voilà, et dire aux gens de payer. Dites-nous combien EDG doit à la société. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, le citoyen lambda, il paye l'électricité en dessous du coût. C'est l'État qui subventionne. Non, il répond, s'il vous plaît. Je suis en train de répondre à une question. Laissez-le répondre. C'est l'État qui subventionne. Il est en train de parler, mais ce n'est pas la question. La question, combien aujourd'hui combien EDG doit à la société? Ok, c'est compris. Combien EDG doit à la société? Combien EDG, je préfère passer à une autre question. D'accord, il préfère passer. Alors, l'autre question, c'est la disposition, puisqu'on parle de barrage. C'est une question aussi de sécurité. La disposition que vous avez mise en place pour sécuriser le périmètre du réservoir et les perspectives justement de la société. Mais écoutez, les perspectives de la société aujourd'hui déjà, ce qui est le plus urgent, c'est d'essayer comment dirais-je, de faire en sorte que le barrage tienne et que l'électricité soit disponible, en tout cas la production soit disponible tout le temps et en tout lieu. Maintenant, aujourd'hui, on a un détachement militaire quand même qui veille sur les installations et c'est très important parce que ça fait partie, c'est comme l'aéroport et toujours, c'est des patrimoines de l'État. Donc aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour sécuriser. Sur ce plan, il n'y a pas de problème. Il y a un auditeur qui nous envoie une question, si vous permettez, Baïla, qui dit que qu'est-ce que vous avez fait pour les déplacés qui n'ont pas de terrain pour la culture? Je ne sais pas si la question avait été posée. Oui, aujourd'hui, on a des projets. Vous savez, comme je dis, le plan de gestion environnementale, c'est par des étapes. La première étape, c'était de reloger les gens. Deuxième étape, c'est qu'on a ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus qui doivent être mises en œuvre. C'est-à-dire aujourd'hui, par la force des choses, il y a des agriculteurs qui vont devenir des pêcheurs. Aujourd'hui, il faut que nous les aidions. Aujourd'hui, on a eu des cabinets qui sont venus faire des études pour mettre des activités en place, des activités génératrices de revenus. Ce n'est pas à venir chaque fois aller indemniser des gens ou faire des dons. Il faut les aider à se prendre en charge eux-mêmes. Ça sera financé par la SOGES pour qu'ils se mettent en coopérative, chacun dans un domaine précis, pour qu'à terme, ils puissent vivre des activités qui seront générées par ces activités qu'on mettra en place. Monsieur le directeur, sur les installations, parce que souvent on a une inquiétude aussi au niveau de certains BOT, au moment où ils reviennent à l'État, c'est le cas par exemple des infrastructures ferroviaires, souvent elles sont en mauvais état après 25 ans. Est-ce qu'après 25 ans, aujourd'hui, le barrage, ces installations seront en bon état et combien de temps, on va dire, il peut tenir pour le futur? Est-ce qu'il pourra tenir 50 ans, 100 ans? Bien sûr. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se rassure. Ce barrage hydroélectrique de Soapiti a été construit vraiment dans les normes les plus strictes sur le plan, en tout cas sur le plan de la sécurité. Il y avait un ingénieur conseil, Tractebel France, aujourd'hui, qui est reconnu dans ce domaine, qui a suivi du début à la fin et que nous avons même reconduit aujourd'hui en tant qu'assistant technique pour pouvoir nous aider à vérifier tout. Il y a des contrôles qui sont faits, qui sont stricts. Ça, ils n'ont pas lésigné sur les mains. La construction, ça, je peux rassurer que c'est de bonne qualité et nous veillerons, tant que nous sommes là, pour que ça reste en l'état. Alors, la dernière question. L'avant-dernière question. Il a dit 25 ans. La durée de vie. Il faut répondre à ça rapidement. La durée de vie du barrage. Ah, la durée de vie du barrage, c'est des centaines d'années. Ouais, maintenant, l'autre question. C'est imprécis. L'autre question, c'est de savoir. Rapidement, la dernière question. La dernière question. Vous avez vu un BOT comme les ponts à péage comme en Côte d'Ivoire. C'était tellement cher que l'État était obligé de subventionner la société de gestion comme vous ici. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les études ont été faites? Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à aller vers d'autres types d'énergie. Est-ce que vous pensez que les investissements qui sont faits, effectivement, seront amortis et résisteront, le barrage résistera, le modèle économique résistera même au fait que la Guinée pourrait se tourner demain ou après-demain vers d'autres types d'énergie? Est-ce que cette réflexion a eu lieu? Est-ce que vous allez résister à ces menaces-là?
Non, mais ces réflexions ont eu lieu. Ça a été déjà validé par des cabinets. Hein. Vous savez, quand il y a ces processus-là, c'est des cabinets reconnus de niveau international que les deux parties prennent, chacun pour défendre ses intérêts. Donc tout ça a été étudié et validé. Le modèle économique qui est là permet aujourd'hui de rembourser les services de la dette et que chacun y rende son compte. D'accord. Cette information qui va certainement intéresser monsieur Diallo donc Amadou, directeur général adjoint de Swapiti, coupure d'internet et appel à l'international, donc à partir du 14 aujourd'hui à 22h et jusqu'à demain à 10h. Pas d'internet pour cette période. Et appel à l'international, c'est un communiqué de la GILAB. Aujourd'hui à partir de 22h jusqu'à demain 10h du matin. Ceci dit, merci à vous monsieur Diallo d'être passé dans cette émission. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci à Marwan, Camara. Merci, parce qu'on vient aussi d'apprendre une nouvelle, c'est le cas de Abessila, qui est alité dans une clinique de la place et qui serait très souffrant parce qu'on tend vers son évacuation et cette évacuation serait prise en charge par le colonel Mamadi Doumbouya, même si on dit que son état se stabilise. Je ne vais pas révéler la nature de la maladie, mais c'est le bulletin médical, il est secret. Il est secret, mais il est voilà, donc on court vers son Abessila. Abessila. Oui.